Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans l'atmosphère feutrée de l'Élysée, un souffle de tension s'est emparé des couloirs. On est en janvier 1879. La France est dans une période politique turbulente, secouée par des conflits internes entre les républicains et les monarchistes. Le maréchal Patrice de MacMahon, président de la Troisième République française depuis 1873, se trouve au cœur de cette tourmente. Assis à son bureau présidentiel, MacMahon médite longuement. Le pays est divisé et les républicains, soutenus par une majorité croissante, exigent des réformes politiques. Le maréchal, en tant que symbole de la droite conservatrice, est confronté à un dilemme déchirant. Respecter la Constitution et accepter les changements démocratiques ou s'accrocher au pouvoir. Finalement, MacMahon a pris sa décision. Le 30 janvier 1879, il annonce sa démission. Son geste est historique. Il est dicté par une conscience républicaine naissante et vise à éviter un conflit civil et à préserver la stabilité du pays. Il prononce ces mots avec gravité. « Je démissionne, ne voulant pas verser une goutte de sang français. » Sa démission ouvre la voie à un président plus modéré, Jules Grévy, qui va diriger la France vers une ère de réconciliation. La démission du maréchal MacMahon a donc été un tournant majeur dans l'histoire de la France. Elle a marqué la victoire progressive de la République sur les forces conservatrices et a jeté les bases d'une France démocratique et républicaine. MacMahon, le soldat de l'Empire, avait choisi la voie de la paix et de la transition, montrant comme ça l'importance de l'unité nationale sur les préférences politiques personnelles. Troisième président de la République française, de 1873 à 1879, le général MacMahon a su se forger une place unique dans un siècle de grands bouleversements constitutionnels et incarner malgré lui la genèse de la Troisième République. Grand chef militaire de son temps, il sera retenu par le peuple français comme le soldat loyal. Patrice de MacMahon, troisième président de la République française, c'est dans 5000 ans d'histoire bien sûr. Né le 13 juin 1808 dans le prestigieux château de Sully en Saône-et-Loire, Patrice de MacMahon est l'avant-dernier enfant d'une famille de 11 enfants issus de l'aristocratie. Descendant de la royauté irlandaise, ses ancêtres sont carrément les petits-fils du roi Mathgamen qui gouverna sur la province de Munster à la fin du Xe siècle. C'est une région au sud-ouest de l'Irlande actuelle. Son grand-père, Jean-Baptiste MacMahon, médecin émigré d'Irlande, soignait le seigneur Jean-Baptiste de Moray à Autun. Plusieurs années après la mort du seigneur, le grand-père a pris la main de la femme de Moray, Charlotte Le Bellin d'Équilly, et est devenu comme ça marquis, héritant du château de Sully. Il va donner naissance à 2 fils. Le premier, Charles Laure de MacMahon, qui va lutter pour la guerre d'indépendance aux États-Unis. Le second, Maurice François de MacMahon, héritier du titre de comte et père de notre héros. Fier défenseur de la monarchie, emprisonné par Napoléon Ier en 1814, libéré après la chute de l'Empire, il devient lieutenant général et commandeur de Saint-Louis. Petit, notre MacMahon est un élève exemplaire et studieux. À l'âge de 12 ans, il intègre le petit séminaire d'Autun et remporte le prix d'excellence au bout de sa 6e année de scolarité. À cette époque, le futur général se rêve une vie de missionnaire ou chevalier d'ordre militaire. Un événement va graver à jamais sa mémoire. L'été 1827, il assiste ébahi au défilé de la garnison d'Autun en départ pour l'expédition d'Espagne. En tête du cortège, il voit défiler ses 2 frères aînés, tous les 2 officiers. La même année, MacMahon décide donc d'intégrer l'école militaire de Saint-Cyr et se voit diplômé officier en 1828. Il décide alors de poursuivre ses études à l'école d'état-major. En janvier 1830, Charles X, roi de France donc, proclame une expédition militaire à Alger à l'issue d'un conflit diplomatique entre le Dey Hussein d'Alger et le consul de France. Le jeune officier n'a que 21 ans et ne dispose que du statut de sous-lieutenant au 4e régiment de hussards. Malgré son absence d'expérience, sa soif de l'aventure est grande et il souhaite faire ses preuves à tout prix.
Il parvient alors à convaincre un camarade de l'école d'état-major de lui céder carrément son brevet de sous-lieutenant au 20e de ligne de l'armée en l'invitant au restaurant et en le saoulant jusqu'à concession. Sauf que le jeune MacMahon n'est pas encore affecté à un bataillon et le régiment est déjà en route vers Toulon. Heureusement, par le biais du général Berthesen, une connaissance familiale, il obtient une lettre de recommandation destinée au colonel. Et le lendemain, par miracle, l'un des officiers de la 20e ligne est renvoyé au dépôt pour état d'ivresse publique. MacMahon le remplace au pied levé et embarque sous les ordres du général de Bourmont. Le 13 juin 1830 à minuit, le débarquement à Alger commence sur la presqu'île de Sidi Ferrouk. Au petit matin, la bataille est chaotique, des boulets de canon fusent de toutes parts sur la plage, les ordres circulent dans tous les sens. Plutôt maladroitement, les lieutenants s'engagent les uns après les autres, et quelques nuits plus tard, les soldats sont même surpris en plein sommeil par une fausse alerte d'attaque. Affecté par le désordre ambiant, MacMahon se résout à imposer un système de garde. L'envie de se démarquer déjà des rangs est plus forte que tout et il dirige sa division avec une rigueur implacable, faisant preuve de résilience et de bravoure. Le 18 juin, il est désigné comme remplaçant d'état-major. Une semaine plus tard, le Dey d'Alger signe sa capitulation et les troupes françaises prennent possession de la ville d'Alger. En août, la nouvelle d'un gouvernement provisoire et de la proclamation de la République atteint les côtes. Affecté par la fin du règne des Bourbons, MacMahon dépose une lettre de démission carrément auprès du général Berthesen. Le lendemain, il reçoit une lettre de son père lui conseillant de conserver son poste par dignité. Le jeune sous-lieutenant y consent et révoque sa démission. Il est ensuite appointé comme officier d'ordonnance par le général Clouet. Il s'achète alors un cheval, un pur sang. Il fait ses preuves comme cavalier redoutable même en efficacité. Sur son destrier, il est intouchable. Aucun ennemi ne peut le frôler et il porte les ordres avec une rapidité et un zèle remarquables, paraît-il. À chaque assaut de l'ennemi, le cavalier sort miraculé des tirs. Alors tout ça, évidemment, est raconté après, vous vous en doutez. Le 21 novembre 1830, MacMahon accompagne les troupes du commandant Clausel lors du passage du col de Mouzaya, au cœur des montagnes de l'Atlas. Ce jour-là, le jeune soldat sera l'un des premiers à franchir la ligne symbolique du col et ouvrir la route vers la ville de Médéa. Il va être récompensé par l'un des 9 morceaux, vous savez, de ruban de la Légion d'honneur, distribués entre les soldats victorieux en tête de file. Après un bref retour en France en 1931, pour assister à la mort de son père, MacMahon retourne en Algérie et y passe 18 longues années. En 1836, le maréchal Clausel va l'affecter d'abord à l'état-major. Très vite, on va le voir se démarquer par sa fougue et ses prises de risques toujours calculées. Il participe notamment au premier siège périlleux de la ville de Constantine, capitale, si vous voulez, de la résistance à la conquête. L'expédition coûte la vie à plus de 3000 hommes et renforce indéniablement le pouvoir du bey Hadj Ahmed. Suite à cet échec, Clausel est remplacé par le maréchal d'Anrémont qui mène le second siège de Constantine à l'automne 1837. Suite à cet échec, le maréchal Clausel est remplacé par d'Anrémont qui mène le second siège de Constantine à l'automne 1837.